RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire. Vous en avez pris l'habitude, c'est une émission en 3 dimensions, peut-on dire, puisque vous pouvez nous écouter dans votre poste. Pour ceux qui nous sont fidèles sur RFI, vous pouvez aussi nous suivre en Facebook Live. Et enfin, vous pouvez nous regarder, nous admirer à travers France 24 le vendredi soir. Nos invités sont là. Il y a un petit changement au programme, vous allez vous en apercevoir, mais en tout cas, Rémi est bien présent. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, toujours présent. Vous ne manquez pas le rendez-vous du vendredi, c'est rare. Jamais. Non, pas jamais. Ah. Ouais, une fois, vous étiez bloqué au Maroc. Ah oui, oh Dieu. Je suis sûre que les auditeurs s'en souviennent. C'est vrai. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Parfois, il est bloqué dans les embouteillages aussi. Oui, quand il vient avec son gros 4x4. Parce que moi, je passe entre les fils de voiture avec mon vélo. Et voilà, bonjour à tous. Mais sauf que tu as toujours la bataille a déjà commencé, vous avez constaté. Et puis notre réfé à tous n'est pas là, et d'ailleurs on pense beaucoup à lui. C'est Gilles Verdez qui a la lourde mission de le remplacer. Bonjour Gilles. Bonjour, il est irremplaçable, j'occupe la place. Voilà. C'est déjà pas mal, le sera bon temps. Par effraction. Vous allez voir, je pense que ça ne va pas être que par effraction dans cette émission. Alors, au menu des débats du jour, eh bien, nous aurons déjà l'Afrique, bien sûr, et les éliminatoires pour le Mondial 2022 avec le Mali en barrage des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Les Aigles ont remporté une belle victoire à Kigali, séduisant et convaincant Maliens. Les Black Stars, elles, sont en danger, alors que Léopards et Écureuils devront en découdre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Une dernière journée folle, très folle et prometteuse, à laquelle des internationaux ne participeront pas. La liste de ceux qui préfèrent leur club s'allonge et nous en parlerons. Les Bleus de retour au Parc des Princes sur une pelouse de gloire et de cauchemar. Mais face au Kazakhstan, la qualification est déjà possible grâce à la jeune garde mise en avant par Didier Deschamps. Et nous vous présenterons certains de ces jeunes cadres. Et puis bien sûr, il y aura vos cartons et les nôtres. Nous partagerons cette dernière partie de l'émission. Une émission que nous dédions tous aujourd'hui à la mémoire de notre consoeur Joanne Sutton, disparue il y a maintenant 20 ans en Afghanistan. Au générique de l'émission, et ils m'ont aidé à préparer toute cette émission, David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno, Souel Kedir, Léo Bernard et nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. En Afrique, retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et de 3 sur le continent africain, après les Lions sénégalais et les Lions de l'Atlas marocain, ce sont les Aigles maliens qui décrochent le 3e ticket pour les barrages. C'est un pays de football, le Mali, et ce serait bien qu'il participe à une première Coupe du Monde. Le Ghana s'est mis en danger après son match nul en Éthiopie, un partout. La RDC qui met la pression sur le Bénin. À une victoire de se qualifier, pas pour la Coupe du Monde encore, mais pour les barrages. Les Aigles ont pris de la hauteur. Les voilà déjà en barrage pour la prochaine Coupe du Monde de 2022. Et ils rejoignent le club très fermé encore du Sénégal et du Maroc qui eux aussi sont déjà premiers de leur groupe et sont déjà en barrage. Alors en écrasant, on peut dire, par 3-0 les guêpes rwandaises hier à Kigali, des guêpes réduites à 10 très rapidement dans ce match, eh bien les Maliens ont pris la première place du groupe E et gagné le droit de rêver à leur première Coupe du Monde. Ce serait la première fois qu'ils disputeraient un mondial et qu'ils participeraient à cette belle fête du football. Ils en sont fiers d'ailleurs, ces Maliens. Comme l'a dit en fin de match, le défenseur et surtout le capitaine de cette équipe malienne, Amari Traoré, qui est un joueur du Stade de Rennes. On est très fiers de cette victoire aujourd'hui. Cette victoire-là, on va se servir pour aller de l'avant. Maintenant, c'est un pas vers l'avant. Il reste encore d'autres obstacles. On va essayer de les passer. Et voilà, aujourd'hui, on est très contents et très fiers. Merci.
Alors, Xavier Barré, on vous a entendu commenter ce match. Est-ce que pour vous, c'était une victoire claire et séduisante, surtout cette victoire malienne? Ah, mais le Mali était largement au-dessus de son adversaire, d'autant plus qu'ils se sont retrouvés à 10 dès la 8e minute. Donc, ça a été très compliqué pour le Rwanda qui n'avait qu'un point dans ce groupe. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est la maîtrise collective des Maliens, même s'il y avait des absents d'ailleurs pour cette rencontre, notamment Yves Bissouma et puis Cheikh Doucouré. Mais il y a un vrai réservoir, il y a un vrai projet collectif, il y a un vrai groupe. Il y a une vraie richesse maintenant dans ce pays. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est quand vous regardez les premiers éliminatoires de la Coupe du Monde auxquels ils ont participé, c'était en 2002. C'est il y a 20 ans à peine. Donc, par rapport aux autres nations africaines, aux autres habitués des phases finales de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs, c'est des débutants pratiquement. Eh bien, en 20 ans, ils sont aux portes de la phase finale de la Coupe du Monde. Ça montre comment ils ont bien travaillé. Il y a eu notamment Jean-Marc Guillou qui a monté une académie là-bas. Il y a des centres de formation extrêmement prolifiques. Et ensuite, ces joueurs-là, ils viennent en Europe et ils arrivent à s'imposer dans des clubs de Ligue 1, notamment à Metz ou à Rennes ou ailleurs, ou à Reims. Et donc, ça prouve que le Mali est sur la bonne voie pour faire progresser son football. Rémi, c'est une équipe séduisante, c'est aussi une équipe convaincante. Mais le Mali, on se souvient en 2013 notamment, hein, ils avaient terminé 3e, si je ne me trompe pas, de cette CAN. Il me semble aussi que c'était le cas et 2013. en 2000. Voilà, les deux suivantes, les deux, disons, consécutives et la même génération. Mais le Mali, c'est aussi une équipe qui souvent remporte des compétitions chez les jeunes. Donc, il y a un vrai, comme le dit Xavier, un vrai réservoir à la hauteur où formé. On peut le dire. Les joueurs maliens, ils sont bons et surtout, ils sont engagés. Quand vous regardez quand même des gens comme Dieng, qu'on compare parfois même déjà à Lampard, quand on essaie de voir par exemple Nos, c'est un très très bon élément. Quand vous regardez un bon buteur, d'ailleurs, ils ont actuellement le 2e meilleur buteur de 16 éliminatoires, donc Ibrahima Koné, qui est actuellement à 5 réalisations, quand même devant Riyad Mahrez. On se dit, ils ont de bons éléments, mais cependant, il faut d'abord remercier et reconnaître les qualités du sélectionneur. Parce qu'il faut se dire qu'avant son arrivée, eh bien, les Maliens n'allaient même plus au stade. Ils étaient tellement découragés. Alors là, on se retrouve quand même avec ce sélectionneur qui est national et qui, bien évidemment, en soi, se retrouve avec quand même, lorsqu'on voit le bilan, c'est 22 matchs, 13 victoires, 7 nuls, 2 défaites, 35 buts marqués et 8 seulement encaissés. Et ça lui fait plus 27. Ce qui signifie que un bilan de cette envergure et surtout le fond de jeu, ça nous rappelle aussi à l'UCC. Il y a de bons techniciens en Afrique qui peuvent conduire des sélections nationales, pourvu qu'on leur fasse confiance. Et quand on voit véritablement ce travail qu'il est en train d'abattre, j'ai dit bravo le Mali, parce que le Mali m'a séduit. Le Mali est incroyable lorsque vous les voyez jouer. C'est comme s'ils faisaient une récitation. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que c'est l'équipe qui vient de finir avec la meilleure défense, avec la Tunisie bien évidemment, sans encaisser un but. Et pourtant, on connaît quand même le gardien malien qui est au tout-puissant Mazembe, qui encaisse beaucoup de buts là-bas, mais tellement la défense est rassurante que vous trouvez que l'équipe malienne est conquérante et peut faire mal à n'importe quel adversaire. Et Gilles, d'ailleurs, alors cette équipe, c'est vrai qu'on se souvient quand il était arrivé, Magasuba, on se posait des questions. Non seulement il a convaincu, mais en plus, ils vont se retrouver à la CAN. Et c'est vrai que c'est là où maintenant, en dehors des éliminatoires, hein, qui vont être en plus très cruels, on le sait, mais ils vont être à la prochaine CAN et ils seront dans le groupe basé à Limbé, dans le groupe F. Ils seront avec la Tunisie, hein, Rémi, vous parlez de la Tunisie, eh bien c'est un peu le point commun, avec la Mauritanie et la Gambie. Et c'est une équipe qui est déjà, du coup, très attendue pour la CAN. Tous les espoirs sont permis. Et je suis d'accord avec Rémi, c'est vraiment pour moi l'éloge de la stabilité. Un coach qui a été directeur technique, adjoint, qui a progressé, on lui a laissé le temps. Et souvent, en Afrique, il y a quand même un petit côté, une petite tendance à l'instabilité. C'est-à-dire que quand les résultats... Oui, et pas qu'avec des entraîneurs locaux. Hein, et pas qu'avec des locaux. Ça peut être avec des entraîneurs mais peut-être un peu plus avec des locaux, où on peut dire parfois, à tort... Souvent, ils sont transitoires. Absolument, absolument. Voilà, on lui donne un laps de temps éphémère et on voit si ça marche. Et là, on l'a laissé construire, on l'a laissé bâtir. Et je trouve qu'il y a une confiance réciproque entre
les institutions, mais surtout le coach et son équipe, qu'il faut laisser perdurer. Alors après, évidemment, maintenant, le Mali et tout le monde se met à rêver des barrages, mais s'il y avait même un accident de parcours, il faudrait laisser cette expérience se prolonger, parce que je trouve qu'on est dans un pays difficile, on est en train d'assister à l'éclosion d'une vraie équipe. Et ça, c'est formidable. Ouais. Et en plus... On est tous d'accord. Hein. Ouais. Vous avez vu, Annie? Ouais. Oui, mais On est ça tous fait d'accord. l'unanimité, franchement. Non, mais c'est sûr. C'est Non, une mais- aventure humaine et sportive qui est formidable. Oui, Non, mais- et en plus, par rapport à d'autres sélections qu'on se permet parfois de critiquer, je pense au Sénégal qui là, a fait match nul, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des moments, on critiquera peut-être un peu le fond de jeu ou quoi. Là, c'est vrai que c'est l'unanimité et que c'est une équipe qui est attendue, et c'est une grande nation de football, et on est ravis pour les Maliens. Alors, une autre grande nation de football qui, elle, peut-être nous déçoit un petit peu, eh bien, c'est celle des Black Stars. Les Black Stars qui sont sous pression. La sélection du Ghana joue à se faire peur en arrachant à Soweto hier un match nul. C'était contre l'Éthiopie, hein, puisque l'Éthiopie ne pouvait pas jouer chez elle. André Ayou, souvenons-nous, ancien primarque Vivien Fouet, a notamment marqué, mais malheureusement, ils ont été rattrapés, les Black Stars. Et dans le groupe G, eh bien voilà qu'il y aura une finale, une des X finales qu'il y aura tout au long de ces prochaines journées. Ils accueilleront l'Afrique du Sud. Et ça se jouera eh bien, entre Bafana et Black Star. Le meilleur goal average à 7h est pour l'Afrique du Sud. Il leur faut donc gagner aux Ghanéens. Gagner aux Ghanéens, c'est pas facile à dire. Rémi, je vous mettrai au défi de le dire. Victoire à tout prix. Est-ce que pour vous, vous êtes plutôt enclin à croire que les Black Stars vont finalement se sauver, Rémi, ou alors les Bafana qui viennent de se remettre en jeu, ça va être mieux? Je crois que les Black Stars jouent à domicile, mais franchement, par rapport à ce qu'ils ont eu à produire avec les frères Ayou, ils m'ont terriblement déçu. Oui, Parce mais que c'est dur incapable- aussi depuis 10 ans de compter que sur eux. Oui, mais en même temps, ils ont quand même un assez bon réservoir. Et puis, ne pas savoir avec des joueurs un peu expérimentés, gérer quand même une avance. C'est-à-dire, vous marquez à la 22e minute et puis vous vous faites égaliser à la 72e minute, encore qu'ils pouvaient encaisser un autre but. Ouais. Moi, cette équipe du Ghana, franchement, quand on parlait des Black Stars, c'est-à-dire que tout le monde partait en tremblant. Mais aujourd'hui, quand on dit les Black Stars, c'est du vent, c'est du passé lointain, il ne reste plus qu'une coquille vide. Pour moi, les Bafana ont un fond de jeu beaucoup plus consistant, même comme ils seront à l'extérieur. Mais par rapport à ce qu'on peut dire que les Black Stars dans l'histoire du football, j'aurais souhaité qu'ils soient qualifiés et j'aurais souhaité aussi que cela puisse réserver une bonne sortie aux frères Ayou. Gilles, étoile pâlissante et peut-être génération pâlissante? Totalement. C'est même plus une étoile, ou alors c'est une étoile, une ancienne étoile qui ne brille plus du tout. Deux frères ne peuvent pas faire une équipe. Le Nigeria a su se renouveler avec des difficultés. Au Nigeria, il y a quand même une sorte de réservoir quasi permanent, même si c'est plus le grand Nigeria. Au Ghana, cette équipe du Ghana qui nous a fait rêver, à un moment on était tous Ghanéens, souvenons-nous la Coupe du Monde, on espérait qu'ils 2010. enfin qu'ils passent Le tabou. le stade, voilà, le tabou des cas. Mais non, et là franchement, je suis pessimiste pour eux, et très honnêtement, de toutes les poules, pour moi c'est la plus faible. Afrique du Sud, Ghana, pour moi, c'est une toute petite finale. Alors oui, il y aura un qualifié pour les barrages. Un seul. Un seul. Mais de tous les groupes, je trouve qu'il est faible. Et que le Ghana en soit peut-être à être éliminé dans cette poule la plus faible, ça dit du niveau du Ghana C'est actuellement. incroyable, surtout contre des antilopes. C'était quand Bien même sûr. hallucinant. Ben, on C'était- est d'accord. Ouais, c'est Après, pas la- possible. Mais l'Afrique du attendez, Sud- vous l'Afrique du attendiez, Sud, c'était c'est- des grands fauves, c'était. Oui. Mais attendez, aujourd'hui, qu'ils soient même incapables d'attraper un herbivore. Alors là, Alors là, on rentre dans le secteur animal. Xavier, oui, alors vous alliez dire, mais, Ah, les mais Bafana justement, je voulais aussi- justement, ont réussi ce que les Black Stars ne réussissent pas, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup renouvelés. Ils étaient aux Jeux Olympiques cet été Oui, à Tokyo, Parce que quand même, avec une équipe les avec Black beaucoup de Stars jeunes. étaient à la Coupe du Monde, on disait 2010, mais ils étaient là en 2006 et en 2014, et ils n'étaient pas à la dernière édition. en Non, plus. non, ils n'y étaient pas, bien sûr, et ils n'ont pas su se renouveler. Bon, je ne vais pas répéter ce que viennent de dire Rémi Ngono et Gilles Verdez. Donc, il y a effectivement un problème, ce qui est assez étonnant dans ce pays, qui a toujours procuré Ah oui. beaucoup de jeunes, notamment, et qui Et a où serait brillé dans le les compétitions de jeunes. Est-ce qu'il y a un trou de génération? Ça peut arriver, effectivement. Oui. Dans certains pays, c'est plus étonnant que ça arrive au Ghana. En revanche, ce
qui est le vrai pour l'adversaire, c'est que l'Afrique du Sud, elle, s'est considérablement renouvelée ces derniers mois, ces dernières années. Le réservoir est plus important aussi. Et du coup, c'est effectivement pas gagné pour le Ghana. Oui. Alors voilà pour ce qui est de cette nation des Black Stars. Et puis nous voilà face à un match très important, hein, puisqu'on dit qu'il y en aura beaucoup pour, évidemment, le coup près d'une seule place et une seule place alors qu'il y a deux candidats à un seul siège. Eh bien, c'est entre la RDC et le Bénin. La lutte sera très féroce dimanche au Stade des Martyrs de Kinshasa. On se retrouvera avec la RDC ou le Bénin qualifiés pour les barrages. Deux équipes qui viennent de se relancer finalement sur ces derniers matchs parce que la RDC était bien mal partie. La RDC a réussi à battre la Tanzanie. Sur le score, en plus en Tanzanie, sur le score de 3-0, alors que les Tanzaniens étaient premiers du groupe à ce moment-là. Et on saluera le but de Gaël Kakuta, prix Marc Vivien Fouet cette saison et qui a marqué le premier des 3 buts. Et puis le Bénin, lui, il est devenu premier du groupe. Hein, il a doublé tout le monde grâce à sa victoire. C'était hier à Cotonou sur les Barea malgaches, victoire 2-0. Et l'un des buteurs, le buteur Joël Dossou, sait bien que tout se jouera à Kinshasa. Il l'a d'ailleurs confié à Félix Pépéripé. Il y a un gros match qui nous attend encore de la RDC. On peut dire une finale. Voilà, donc on va essayer d'être solide. On connaît très bien cette équipe avec ses joueurs, ses stars. Et nous, voilà, on va être solidaires comme d'habitude. On va être très très solide et essayer de contenir cette équipe afin de venir à bout et de faire un très bon résultat là-bas. Xavier Barré, cette équipe, alors elle aussi, hein, elle a des joueurs qu'on connaît bien. Joël Dossou qui joue à Clermont, club promu cette année. Les écureuils face aux léopards. Alors si on rentre dans les images de Rémi, ça risque d'être compliqué pour des écureuils face à des léopards, mais qui sait ? C'est-à-dire que les Béninois, ils ont effectivement une grande confiance et ils jouent avec cette intention qu'ils n'ont rien à perdre. Franchement, face aux Malgaches, ils ont été bien bousculés en début de match et puis ils ont réussi finalement... les Malgaches qui avaient battu les Léopards au tour d'avant. Qui avaient gagné, qui les avaient relancés. Et ça avait complètement réouvert ce groupe d'ailleurs, où les 4 équipes pouvaient encore se qualifier pour le tour de barrage. C'est une équipe effectivement qui a rien à perdre, donc ils iront sûrement... en RDC pour le dernier match avec cet état d'esprit, ce qui va, je pense, mettre un petit peu plus de pression sur la RDC. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Léopards, en 2018, ils auraient dû y être. Hein. Ils menaient 2-0 contre la Tunisie lors du match décisif. Ils ont finalement été rejoints et ils se sont fait dépasser par la Tunisie au classement final de ce groupe, alors qu'ils auraient dû être en Russie. Donc, est-ce qu'ils vont encore une fois rater la qualif? Il faut rappeler qu'il y a encore les barrages derrière. Mais bon, les Léopards ont quand même une énorme pression parce que c'est quand même un très grand pays qui a déjà participé à la Coupe du Monde, mais il y a longtemps, et qui doit y retourner rapidement. Gilles, c'est en plus, la RDC, c'est vraiment aussi théoriquement un vivier et quelque chose de très important. Je voudrais féliciter les joueurs de la RDC, parce qu'en football quand même, jouer sans entraîneur, c'est très difficile. Or, la RDC joue avec comme entraîneur Hector Cooper, qui est le plus mauvais des entraîneurs internationaux, qui, dès qu'il y a une finale, tremble sur ses bases. Là, c'est pas leur réfé, parce que le réfé étant argentin, j'en profite. Qui va à la chasse, comme dirait Rémi, perd sa place. Donc, du coup, non mais avec Cooper, déjà être en position d'encore se qualifier, vu d'où ils sont partis, c'est miraculeux. Maintenant, il faut surtout que les joueurs se libèrent de l'emprise du coach, ne pas l'écouter, faire l'inverse de ce qu'il dit, et des Kakuta Mbokani, ça devrait passer. Et pour le Bénin, en revanche, un grand coach, Dussuyer. Et ce qui est extraordinaire, le football va très vite, c'est que Dossou, dans le dernier rassemblement, avait été exclu par son coach pour mauvaise attitude. Il y avait eu un problème d'attitude récemment. Et là, le voilà retourné en grâce. L'action du coach psychologique sur ce joueur a fait mouche. Et voilà le joueur qui maintenant revient en grâce et va peut-être porter le Bénin. Marque un but. Rémi, là, ça sera cruel pour le groupe J. Hein. C'est gagner ou gagner pour l'une des deux équipes. Oui, on peut aussi dire que le Bénin a manqué quand même beaucoup de choses. Le Mali, qualifié, on dit, bon, voilà, il faut tout simplement nul au Bénin pour faire ceci et cela. Et puis, voilà, ils sont battus. Chaque fois qu'on dit que le Bénin est en train de venir, ce n'est pas toujours ça. Et puis, je peux être d'accord avec Gilles Verlès parce que quand même, il faut se dire qu'il y a eu des circonstances dans le match de la RDC. C'est-à-dire qu'avec les Léopards, on se rend compte que Akolo est blessé et avec, bien évidemment, Bokani. Et c'est au moment où Kebano, c'est Kayembe, qu'on voit en fait un vrai match. On se dit, mais le coach, l'équipe, il y a maître. Et finalement, c'est ceux qui viennent au banc
qui redonne une certaine aisance au niveau de cette équipe de la RDC que j'ai quand même pu trouver beaucoup plus consistante, et tant mieux également parce qu'il y a des gens comme Boulassier, Yannick, qui reviennent un peu en forme. Donc cette équipe peut beaucoup faire mal aux écureuils, comme le dit un proverbe africain. Tant que la queue du léopard bouge, l'écureuil tremble. Bon, on verra ça dimanche. Ouais, joli proverbe. Celui-là, il tombe bien. On verra ça donc au cours du week-end. Et bien sûr, on y reviendra dans Radio Foot International. Mais n'oubliez pas, nos camarades du service des sports, eux, suivent à la loupe chaque résultat. On continue, on reste en Afrique pour évoquer le sujet des internationaux. Certains internationaux manquent à l'appel de leurs sélectionneurs. Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Après l'international algérien, vous en avez parlé, Dandy Delors. Après l'ivoirien Seko Fofana, joueur de Lens. Un autre joueur de Lens, le malien Cheikh Doucouré, n'a pas rejoint la sélection des Aigles. Vous y faisiez allusion tout à l'heure à son absence, mais on sait pourquoi. Le milieu de terrain du RC Lens a préféré se consacrer à son club. Alors on sait que ce club, cette année, ils sont deuxième du championnat de France. Et donc, c'est quelque chose de très important. Mais Xavier, on a l'impression, on sait que les clubs font pression. On pense notamment à Liverpool, le club notamment. Est-ce que c'est une pression à laquelle aussi se laissent porter les joueurs, peut-être parce qu'ils jouent leur carrière ? Il faut juste rappeler une chose, c'est qu'est-ce qui paye les joueurs? C'est les clubs. Oui, voilà. Ça, vous le dites souvent, mais il n'y a pas que ça, puisque la FIFA les libère. Changez quand même de gamme. On a déjà eu le débat sur ce plateau, on va l'avoir à nouveau. Mais qu'est-ce qui paye les joueurs? C'est les clubs. Alors après, il y a des dates. La FIFA a mis en place des systèmes où les clubs doivent libérer les joueurs. Qu'est-ce qui dépasse l'argent, la patrie? Pour les dates. Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des joueurs qui d'eux-mêmes préfèrent se retirer. Des joueurs qui d'eux-mêmes, mais sinon je ne mens pas, je vais finir mon propos. Des joueurs qui d'eux-mêmes préfèrent se retirer de la sélection pour se consacrer à leur employeur. C'est pas une première et ce n'est pas propre aux Africains. Et c'est ça sur lequel je veux installer, contrairement à ce qu'insinue Gilles Verdez. Il y a depuis des années, les sélections britanniques notamment étaient obligées de faire des listes de réservistes pour avoir les sélections anglaises, irlandaises, etc. Parce qu'effectivement, depuis qu'est arrivée la Première Ligue notamment... J'ai jamais vu Harry Kane ne pas répondre à une sélection de l'équipe d'Angleterre. Peut-être pas Harry Kane, mais je peux dire que Lampard, que Gerrard, que plein comme ça étaient forfaits bizarrement avant chaque match international quand il fallait aller jouer en Azerbaïdjan ou en Biélorussie. Et c'est arrivé des dizaines de fois. Et quand j'étais à France Foot, je peux te dire, je ne vais pas te ressortir les listes parce qu'on y passerait de la nuit, mais il y avait chaque fois des listes communiquées par les sélectionneurs. Si c'est vrai, Gilles Verdez, il ne faut pas nier les réalités. Et chaque fois, les sélectionneurs, notamment irlandais, etc., se plaignaient que les clubs de Première Ligue retenaient leurs joueurs. Donc, ce n'est pas propre aux joueurs africains. C'est plus flagrant effectivement avec les joueurs africains parce que maintenant on soulève le lièvre surtout dans cette émission. Mais non, je lui fais pas de passe parce que de toute façon il va me le renvoyer. Non, mais je tenais à dire que dans un certain nombre de cas, et même les pays de l'Est notamment aussi, les pays de l'Est, non, les pays d'Europe, mais si, l'Amérique du Sud, l'Asie, mais dans tous les pays du monde, même Son, il n'est pas toujours libéré pour les matchs de la Corée du Sud. Donc il ne faut pas faire de cette histoire un cas particulier des sélections africaines. Je voudrais te rappeler que le Son dont tu parles est même parti faire le service militaire. Donc maintenant, toi, tu me dis qu'il n'est même pas libéré. Mais attends, pendant le confinement, il faut vérifier, Rémi Bonos, qu'on avance. Il va dans des matchs. Pendant le confinement. Non, je vais même te dire une chose. Tu vas me parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je vais te parler de la Coupe d'Asie des Nations. Eh bien, il y avait eu un accord. Mais si, c'est important de le rappeler. Parce qu'on a des auditeurs. On a des auditeurs qui croient ce que vous dites. On a des auditeurs qui croient ce que vous dites. Et vous dites qu'il n'y en a que les Africains qui sont dans ces situations. C'est faux, Rémi Bonos. C'est faux, Gilles Verdez. C'est totalement faux. Il va nous citer les matchs de la Mongolie. Il va nous citer des matchs de je ne sais la Corée du Sud, phase finale de la Coupe d'Asie des Nations 2019 au Qatar. Je rappelle des réalités parce que vous allez dérouler le discours. Mais c'est toi qui déroules. Non, j'avais pas commencé. C'est l'oléoduc entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan. Vous n'avez pas commencé, vous m'avez compris. Vous avez quelque chose de très fort
À vous, Gilles Non Verdez. mais ce que dit Xavier, c'est une honte. Parce qu'il justifie par un réflexe, je ne m'attendais vraiment pas à ça de lui, par un réflexe néocolonialiste, une honte qui est en train de se passer. C'est que les matériels aussi. C'est vrai que la colonisation de la Corée par l'Angleterre. C'est que les clubs font pression sur les joueurs et les obligent. Et c'est ce qui se passe à Lens et samedi soir. Beaucoup de Lens. Par exemple, Andy Delors, il est venu carrément en disant moi, je préfère mon club. Là, c'est Nice. C'est une pression de Nice. C'est Nice et Lens qui mettent des pressions sur les joueurs en leur disant tu vas perdre ta place. Et comme par hasard, ils sont 2e et 3e du championnat. Voilà, privilégie-nous, accès à la Ligue des Champions, tu resteras, tu la joueras. Donc les joueurs ont peur, ils ne le reconnaissent pas et ils vont sacrifier leur pays. Mais c'est une honte. Moi, ce que je voudrais, j'ai vu la pauvre fédération malienne là, qui dit nous attendons maintenant une justification du club. Ils n'ont pas les moyens. C'est ça le problème. Il faut que les fédérations soient fermes. Le joueur ne veut pas venir, on le convoque à tous les matchs. Et comme on le convoque, s'il ne veut pas venir, il ne pourra pas jouer avec son club. C'est la seule solution. Suspension de la durée du temps de l'absence en sélection. Sinon, ça continuera et c'est une honte pour le football africain. Mais vous dites n'importe quoi, Gilles Verdez. Ça m'étonne de vous. Non, mais il dit n'importe quoi puisque c'est déjà le cas. Quand un joueur refuse, une sélection, il ne peut pas jouer. Mais ils vont jouer les joueurs. Mais non, pendant les fenêtres internationales, il n'y a pas de championnat. Viens m'arrêter ça, monsieur. Tenez-vous au courant des calendriers internationaux. On fait que ce soit les joueurs qui prennent l'initiative. Tenez-vous au courant on le sait qu'il n'y a pas de match. Mais non, c'est parce qu'il dit qu'il soit puni après. Voilà, suspension. Pas pendant la fenêtre internationale. Je suis pas débile, Xavier. Pour terminer, Rémi, vous parliez du patriotisme au-dessus de l'argent. Bien sûr. Je trouvais ça intéressant. Ah oui, parce que justement, il faut se dire que lorsque on représente un pays, c'est une fierté. Et parce que justement, chacun d'entre nous aime aussi ce qu'on appelle l'amour du maillot, c'est-à-dire l'amour du pays. C'est ce que nous disons souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup, chaque fois qu'il est ici, il dit que tel mouille le maillot pour l'équipe de France pendant que l'autre est en train de se balader. Mais maintenant, vous nous dites que c'est normal que les clubs payent des joueurs et tout. Je vais vous dire, Sadio Mané sort d'un milieu de la haute pauvreté. Il sort d'un petit village où il a un grand espoir. On vous fait comprendre qu'il a été formé en Afrique, tout comme également les Salah. Et puis, vous vous retrouvez avec Liverpool qui vous dit que voilà une CAN qui va se jouer. Et ces joueurs doivent être libérés au plus tôt 5 jours avant le début de la compétition. Voilà des grands joueurs. Et combien de fois donc des petits joueurs, ceux qui n'ont pas de grands noms. Si on fait déjà subir ça à des gens qui ont le ballon d'or africain, imaginez jusqu'où vous allez continuer à nous utiliser comme des serpillères. Et il y a un proverbe africain qui dit la mangue tombe toujours sous le manguier. L'Afrique, c'est le manguier et il faut que l'Afrique profite de ses mangues. Non, mais il faut pas dire, regardez Messi. Messi, il a fait mettre dans son contrat, et c'est pour ça que le PSG n'a pas pu le retenir, il a fait mettre dans son contrat d'être libéré pour tous les matchs des équipes nationales. Il va peut-être pas jouer parce qu'il ne sera pas en état de jouer. Donc, il y a effectivement... Messi était blessé, Messi part en sélection étant blessé. Alors qu'il ne joue même pas avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est pour ça que le PSG ne voulait pas qu'il parte. Absolument. Donc ça arrive à tout le monde, pas seulement aux joueurs africains. On peut le déplorer, je suis d'accord, mais c'est un état de fait. Chacun se fera son idée sur ce sujet on ne peut plus délicat et je pense qu'il y aura des moments où on sera obligé d'y revenir. En tout cas, je voudrais vous donner aussi un petit message de la part de nos amis du service Internet. N'oubliez pas de voter sur le site. On vous demande votre avis à tous les auditeurs. Est-ce que vous êtes favorable à une CAN tous les 2 ans ou tous les 4 ans? Est-ce que vous êtes favorable à une Coupe du Monde tous les 2 ans ou tous les 4 ans? Pour l'instant, seulement à peine 1000 personnes ont voté. Je pense que vous êtes plus d'auditeurs en Afrique et il faut voter. On continue. Mesdames et messieurs, cher public, bon retour dans votre enceinte du Parc des Princes pour un match entre l'équipe de France et le Kazakhstan. Bon match, mais avant, la suite du Café des Sports.
Il est sympa, hein, le speaker du Parc des Princes. Alors, des retrouvailles entre bleu et vert, entre une pelouse historique et l'équipe de France. Les Français n'ont plus joué au Parc des Princes depuis octobre 2013. Les Français, pourtant, y jouaient et ils y ont joué pendant 25 ans. Alors, 25 ans, le cadre de tous leurs matchs, des heures de gloire, et on peut penser à la finale de l'Euro et lorsque les Bleus décrochent enfin un titre international en 1984. On peut penser aussi à une heure moins glorieuse. Je vous regarde, messieurs, parce qu'on a tous ces images en tête. 1993 et la Bulgarie. Est-ce que c'est une enceinte qui était alors à leur mesure, malgré tout, Gilles? 40 000 personnes, hein, depuis il y a le Stade de France avec 80 000 personnes. Est-ce qu'à l'époque, entre 1977 et 1972 pardon, et 97, ça a été une enceinte quand même à la mesure de l'éclosion de cette équipe. Ça les a portés. Moi, j'ai eu la chance depuis 72, la rénovation du Parc des Princes, jusqu'à la fin, je crois que j'ai pas raté un match de l'équipe de France en tant que jeune supporter ou journaliste au Parc des Princes. Très jeune supporter et journaliste au Parc des Princes. Donc franchement, c'est des frissons incroyables. C'est des frissons incroyables parce que oui, il y a eu des couacs terribles. France-Bulgarie, c'est un couac terrible. Ça a cassé à un moment la machine. Mais les frissons, les coups francs de Platini contre les Pays-Bas, les qualifications... Pour une qualification en Coupe du Monde, hein, oui, 1982. pour une qualification. Alors avec un match derrière, mais c'était le match qu'il fallait pas rater. C'était les Pays-Bas, double finaliste de la Coupe du Monde. C'était pour 82, voilà. Donc franchement, c'est des émotions incroyables, ce stade. C'est un stade à émotions très près de la pelouse, comme ça. Le Stade de France, c'est formidable pour 98. Mais les émotions du Parc des Princes, elles sont indélébiles. Et même s'il y a eu des ratés, le maillot bleu, c'est le stade du PSG, mais le maillot bleu, il est collé à ce stade pour moi. Rémi, vous avez un souvenir au Parc des Princes avec l'équipe de France? Beaucoup, mais je peux vous dire quand même que le meilleur souvenir, c'est quand je n'étais pas au Stade de France. Parce que justement, c'était en 90, c'était contre le Brésil. C'est là où j'ai vu le véritable... Parce que je peux vous dire, les choses que j'ai beaucoup plus appréciées encore au Stade de France, ce n'était pas les matchs de football, hein, c'était plutôt les concerts. J'étais d'ailleurs au dernier concert de Yannick Noah. Mais... ce stade, cependant, au Parc des Princes, oui, beaucoup, mais cependant, je voudrais revenir sur ce que Gilles entend dire par rapport à ce qu'on appelle les enceintes historiques. On ne peut pas... C'est moi que vous qualifiez d'ancêtre historique, hein. Moi, je trouve... moi, je vais vous dire, contrairement à ce que vous dites, que par exemple, le Parc des Princes, ceci et cela, moi, je dis quand même, le Stade de France, qui a été un véritable symbole mondial, et puis qu'on nous dise qu'un stade de 80 000 places doit être abandonné et on ne sait même pas là où on est en train d'aller. Il y a une histoire de chantage. C'est une histoire de chantage. Et au-delà de ça, j'ai autre chose à dire. Il parle de l'argent. Mais attendez, le Wembley est détenu par la fédération anglaise. C'est 90 000 places. Mais depuis longtemps, on entend le même papa venir dire là... Le président de la fédération. Non, mais c'est une ruine, le Stade de France. C'est une ruine. Attendez, trop cher. si vous ne pouvez pas... Alors, faut construire un stade que de dire nous allons nous balader dans toutes les plantations et tout et tout. Mais attendez, c'est pas possible. Pourquoi les autres pays construisent? Pourquoi les autres fédérations ont des pays? Non, mais j'ai dit le perroquet chante mieux dans sa cage. Il faut que la fédération ait son stade. À défaut de ça, rester dans la cage du Stade de France. Alors, c'est pas du tout réaliste. Le Stade de France, effectivement, c'est le sacre de 1998, France-Brésil et le premier titre mondial de l'équipe de France. Mais jouer au Parc des Princes, on peut trouver ça bien pour les Bleus, et là, ils y sont un peu obligés, il y a des travaux au Stade de France. Mais écoutons un jeune, il s'appelle Matteo Guendouzi, il va jouer avec les Bleus dans cette enceinte qui est le Parc des Princes, et vous allez voir, il y va un peu à reculons. C'est vrai que j'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr. Mais voilà, le Parc des Princes, c'est le stade du PSG. Et aujourd'hui, on y est avec l'équipe de France. Donc, on va avoir à cœur de gagner là-bas. Et j'espère en tout cas que toutes les personnes qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous et nous pousseront pour nous qualifier pour la Coupe du Monde. Xavier, alors, il est né dans la région parisienne, Matteo Guendouzi, mais bon, là, il fait partie de Marseille et du coup, il trouve que c'est un stade qui est devenu le stade des Parigots et des Parisiens. Est-ce que vous trouvez? C'est vrai que depuis 22 ans maintenant, depuis janvier 1998, 23 même,
l'équipe de France joue au Stade de France, sauf 2 fois, pardon. Contre l'Écosse, d'ailleurs, ils avaient perdu, et puis contre l'Australie, ils avaient gagné, je crois, 6-0. Et j'y étais à chaque fois. Et donc, cette équipe de France, elle a pris ses marques au Stade de France, et les supporters des Bleus ont l'habitude d'aller là-bas. Et le Parc des Princes, c'est le PSG. Le PSG, d'ailleurs, qu'on a voulu pousser vers le Stade de France, a préféré rester au stade de la Porte d'Auteuil, qui pour moi, d'ailleurs, est un stade de foot, un vrai stade de foot, avec cette architecture très particulière, ces chants qui le résonnent. stade du PSG, du coup? Non. Oui, il y a marqué partout. Aujourd'hui, dans l'esprit des gens, je pense, oui, ça fait 20 ans, notamment pour les plus jeunes, c'est le stade du Paris Saint-Germain. Même si pour moi, Matteo comme Gilles, Guendouzi, qui a 21 ans, pas autant que Gilles, mais j'y suis allé beaucoup quand c'était l'équipe de France y jouait. Mais aujourd'hui, l'équipe de France, c'est vrai, c'est le Stade de France. Ouais. Bon alors, en tout cas, cette équipe de France, elle va se retrouver à jouer contre le Kazakhstan et elle va jouer sa qualification. Une victoire serait bienvenue, mais même un match nul pourrait éventuellement qualifier l'équipe de France. Ce qu'on a noté, et je ne suis pas la seule, puisque nos confrères de l'équipe aujourd'hui le notent, cet instant fraîcheur, c'est que Didier Deschamps, un peu fidèle à son habitude, on se souvient quand il a convoqué tout de suite Kylian Mbappé dès ses premiers exploits, il mise sur les jeunes et l'avant-garde, eh bien, elle est mise en avant. Et nous allons écouter un de ces jeunes qui va jouer au cours du week-end. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni. C'est déjà beaucoup de fierté d'avoir pu honorer 5 sélections. Je suis arrivé lors du premier match contre la Bosnie et j'ai pu rapidement m'intégrer dans ce groupe. Les gars m'ont mis directement dans le bain. Ils ont été vraiment sympas avec moi, le staff aussi. Donc j'ai pu vraiment bien m'intégrer. Et au fur et à mesure des matchs, j'ai gagné en confiance. Il y a ce trophée de Ligue des Nations qui vient un peu couronner ces 5 premières sélections. Donc ça se passe bien. Gilles Verdez, cet instant fraîcheur est symbolisé non seulement par Tchouaméni, mais on a aussi Théo Hernandez, on a Guendouzi, qu'on a entendu tout à l'heure, on a aussi Jules Koundé. Toute cette nouvelle garde encadrée finalement, parce que la relève est là aussi. On a les Varane, on a les Lloris, donc on a les champions du monde. Beaucoup seront encore sur la pelouse. Est-ce que c'est la méthode Deschamps? Oui, on a l'impression que c'est un entraîneur conservateur, ça l'est dans le jeu, mais il a toujours rajeuni. Il suit en ça Aimé Jacquet qui avait convoqué in extremis Thierry Henry à la Coupe du Monde. Et on se souvient en 98 d'Henry et Trezeguet marquant des tirs au but. Ça, c'est Jacquet qui leur faisait confiance. Et Deschamps s'inspire de ces méthodes victorieuses et il fait confiance aux jeunes. Il rajeunit, il sait qu'il faut challenger, il sait que les sélections qui n'ont pas incorporé des jeunes, qui sont restés comme l'Espagne sur les champions, ont triomphé, mais qu'à un moment, ça a sombré. L'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne aussi, exactement. Et il connaît très bien le sélectionneur allemand. Et il veut aller à contrario de ces méthodes-là en incorporant des jeunes. Moi, je trouve que c'est bien joué de leur faire confiance. Xavier, on a une Coupe du Monde dans un an. Alors, c'est peut-être un choix, c'est peut-être aussi évident qu'il faut penser à un certain mélange, renouvellement. Les circonstances l'y incitent aussi, parce qu'il y a des blessés, sûr. et forcément, plus on vieillit dans ce sport, plus par on exemple, est Pogba indisponible. n'est pas vieux, mais bon, il faut qu'il ait Pogba, il est régulièrement indisponible. N'Golo Kanté l'était, donc du coup, c'était l'occasion de Tolisso, on l'a pas revu depuis un moment. Donc, effectivement, c'est dans différentes lignes, il faut injecter du nouveau. Alors, on pourra aller rechercher des éléments d'expérience. Il l'exclut pas non plus, d'ailleurs, puisqu'il a donné sa première sélection à Verretou de la Roma à 28 ans. Donc, c'est bien de garder la porte ouverte pour les joueurs qui peuvent apporter un peu plus d'expérience. Mais c'est vrai que le premier vivier des Français, c'est quand même les jeunes. On a encore vu hier l'équipe de France Espoir se balader. Mais des fois, c'est très jeune, quoi. Bon, on se souvient de Mbappé, c'était un peu une exception. Aujourd'hui, la maturité vient plus tôt aussi. Oui, mais les clubs les font mûrir peut-être plus vite. Il y a ces jeunes, et puis il faut leur faire confiance, parce qu'on voit bien, surtout devant, que les joueurs peuvent très vite s'user avec l'exigence les rythmes de compétition qu'ils ont aujourd'hui. Donc, quand ils arrivent avec cette fraîcheur, cette spontanéité, c'est un atout supplémentaire. Rémi, parmi cette jeunesse et ces jeunes joueurs que copte finalement Didier Deschamps, lesquels vous paraissent être ceux d'avenir dans la sélection française? Peut-être Tchouaméni, je peux dire qu'il est bon, parce que d'ailleurs il avait... terrain, Tchouaméni. Oui, il avait été sollicité par les Lions, c'est notable. Il a refusé. Alors c'est un bon critère. Il a refusé. Tout comme on peut dire, même Matip qui a déjà 30 ans, il avait refusé. Bon, s'il a réussi à s'imposer, je crois que c'est bon, mais surtout aussi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas encore des gens comme Kamavinga, qui pourrait bien aussi... Mais il est avec les espoirs. Voilà, oui, mais il pourrait déjà bien être là si on appelait Mbappé
Kamavinga. Mais qui il est quand s'était même aussi brûlé, dans il s'était brûlé un Donc, peu. Et Deschamps dit on va le ménager un peu. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve quand même que cette équipe de France, qui a beaucoup de maturité, c'est nettement mieux que d'injecter aussi beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, je trouve plutôt qu'il y a beaucoup d'expérience au niveau de beaucoup de postes et surtout avec l'arrivée de Benzema. Et je crois que tel que Didier Deschamps a voulu faire maintenant, je peux être d'accord désormais avec lui, mais j'attends voir au niveau du système de jeu parce qu'entre-temps, on ne sait plus là où on est en train de se diriger. Est-ce que c'est encore le 4-3-3? Est-ce que c'est désormais la défense à 3 avec Koundé? Parce que justement, tel qu'il a utilisé Koundé comme latéral, il était en train de le griller. Mais s'il revient avec Koundé en défense centrale, eh bien, c'est nettement mieux. On verra ça. Il y a Koundé, il y a Maignan aussi dans les buts, qui est un des grands espoirs. Théo Hernandez. Bon, il y en a plein. On les admirera sans doute samedi soir et nous en reparlerons dans le Radio Foot International de lundi. Mais pour l'instant, je suis sûr que c'est une session que vous attendez tous beaucoup. C'est notre session carton, bien sûr. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, bien sûr, chers auditeurs, et ne vous inquiétez pas, on en reçoit énormément, on les écoute tous, mais on est obligé de choisir. Et voilà la sélection d'aujourd'hui. Marga depuis l'Est de la République démocratique du Congo à Bukavu. Je donne un carton vert à toute mon équipe nationale, à tous les Léopards, pour nous avoir donné un match spécial, un match sans pareil, un match qui nous a laissé sans voix. Et tout ce que je peux leur dire, merci, courage et allez-y les Léopards. C'est Yallo Mamad Saliou depuis Tripoli. Je donne un carton vert à l'équipe d'Arsenal pour leur parcours actuel. 10 matchs, 0 défaite, 2 matchs nuls. C'est vraiment extraordinaire. Merci à vous, merci à Mikel Arteta. Salut Café des Sports, je m'appelle Akapo Solom, j'appelle depuis le Togo, précisément 90 km de Lomé. Je donne un carton vert aux éperviers du Togo pour le match qu'ils ont fait hier contre les Lions de la Teranga, un but partout. Je les remercie, je les encourage. Ciao. Bonjour Radio Foot, moi c'est Amorel depuis Pointe-Noire. Mon carton est vert et je le donne au joueur du Real Madrid, Toni Kroos, car depuis qu'il a signé au Real en 2014 jusqu'en 2021, il a fourni 21 057 passes au total, soit une moyenne de 93,34% de passes. Personne ne fait mieux en Europe. À la Madrid. Boubacar Zebzoué, Bamako, Mali. Carton vert au coach Makasuba pour l'excellent boulot qu'il effectue à la tête des Aigles du Mali. Il n'enchaîne que des victoires. Ses détracteurs vont me dire que ce n'est que contre des petites équipes. Mais je leur rappelle que la génération dorée des Aigles du Mali avec Seydou Keita, Mamadou Djaradjila, Adama Koulibaly, Police, etc. ont peiné dans des groupes soi-disant faibles lors des qualifs. Bonne chance au coach Makasuba pour les barrages. Radio Foot, c'est Dieng Aboubakri depuis Sénégal et depuis le centre d'entraînement du Raja Athletic Club de Casablanca. Carton rouge au Covid-19, car ça fait 7 mois que je suis ici au Maroc et en venant ici, j'avais un rêve, c'est-à-dire d'assister au plus grand derby de l'Afrique entre le Wydad et le Raja Athletic Club. Malheureusement, à cause du Covid, le derby s'est déroulé le week-end passé à huis clos. Moi, c'est Anatole Do et Saga depuis Yaoundé au Cameroun. J'adresse mon carton rouge à mes frères ivoiriens. Chers ivoiriens, redressez-vous et vous devez recevoir vos matchs chez vous et non dans un autre pays. C'est comment? On est à 1 an de la compétition. Redressez-vous. Bonjour Radio Foot International, je suis Dylan depuis le sud du Gabon. Carton rouge à l'équipe du FC Barcelone qui, selon moi, n'a pas besoin d'un nouvel entraîneur mais plutôt d'une thérapie. Et comme le dit un proverbe africain, le malheur est l'école de la sagesse. Bonjour
Bonjour Radio Foot International, c'est Bernie Koulianga depuis le Congo-Brazzaville. Alors j'adresse un carton vert à David Moyes pour le travail remarquable qu'il est en train de faire avec l'équipe de West Ham. Il faut savoir que quand il a repris l'équipe de West Ham, l'équipe était dans les bas profonds de la Première Ligue. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, West Ham s'impose comme une équipe top de la Ligue. Et en Europa League, ils ne sont pas aussi en reste. Donc pour tout ça, un carton vert à David Moyes. Et en passant, big dédicace à Rémi Ngono, l'homme des auditrices. On les écoute bien, leurs cartons, et surtout, on est souvent d'accord avec vous, en tout cas, au moins pour chacun, on y trouve notre compte. Xavier Barret, quel est votre carton et quelle est la couleur surtout Vert. Ces temps-ci, je suis dans une phase où je mets des cartons verts. Ça arrive que vous mettiez des cartons rouges. Oui, parfois c'est série de cartons rouges. Là, c'est série de cartons verts et c'est pour le Liban. Pays qui connaît une crise économique ô combien et sanitaire d'ailleurs ô combien grave, et l'équipe nationale est en train de mettre un peu de baume au cœur des Libanais, puisque dans les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Asie, ils sont pour le moment 3e, c'est-à-dire en position de barragiste, dans un groupe où il y a déjà la Corée et l'Iran qui ont pris le large, mais eux, ils ont réussi à battre la Syrie l'autre fois, là, un match nul, donc ils s'accrochent à cette 3e place qui pourrait les amener au barrage pour un autre barrage après, mais on va pas. Mais c'est assez extraordinaire que ce petit pays arrive à survivre un petit peu, à garder un peu d'espoir grâce au foot. Ouais, les équipes qui font rêver en tout cas et apportent un peu de baume au cœur à leur population et à leurs supporters. Gilles Verdez ? Carton rouge. Carton rouge pour Steven Gerrard. Alors ça aurait pu être le rouge de Liverpool, mais non, c'est le rouge de la honte. Steven Gerrard, c'est un ancien grand joueur. Il entraîne aux Glasgow Rangers, il les redresse. Et là, il vient de signer un contrat mirifique à Aston Villa. Aston Villa, une équipe où tout le monde échoue, donc il va échouer aussi, je vous l'annonce. Orpheline de Grealish, qui a dépensé n'importe comment son argent. Et lui, il y va. Mais ça ne rime à rien, Steven Gerrard, à Aston Villa. S'il avait signé à Liverpool en quittant les Rangers en cours de saison, j'aurais dit bravo. Mais partir pour Aston Villa, c'est digne d'un mercenaire. Et je ne pensais pas que Steven Gerrard n'avait que l'argent dans les yeux. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait un esprit, il n'en a pas. Ah, mais vous êtes un idéaliste, Gilles Verdez. Rémi, quelle couleur ? Carton jaune. Je ne veux pas être... Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, si vous voulez. Oui, mais Barcelone, vous vous rendez compte quand même que voilà un joueur qui a été recruté à 100 millions d'euros pour le FC Barcelone. Non seulement il est blessé, abonné à l'infirmerie, c'est là où il a un contrat durée indéterminée, mais son comportement est terriblement agaçant, grand dormeur devant l'éternel, toujours absent aux entraînements ou en retard. Il n'a pas de réveil. À peine Xavi revient. Voilà Dembélé qui encore venu en retard ce vendredi à l'entraînement. Dembélé venait en bâillant, comme s'il n'avait pas dormi. Finalement, ce monsieur, ce n'est même pas seulement la maladie. Ce n'est pas seulement les blessures qui sont sa maladie, mais c'est son comportement. Comme le dit un proverbe africain, on peut guérir d'une forte maladie, mais on ne peut jamais soigner une mauvaise réputation. Oui, eh bien, il faudra lui acheter un réveil à Ousmane Dembélé, ça fait longtemps. Le carton de Radio Foot International est un carton vert, alors peut-être vert et jaune d'ailleurs. Il va à Formiga, la formidable et infatigable joueuse de football brésilienne. Alors, Formiga, en fait, c'est un surnom, ça veut dire fourmi. Et son vrai nom, allez, on va le dire au moins une fois, c'est Miraldes Maciel Mota. Elle est née à Salvador de Bahia. Elle a commencé en sélection internationale. Elle avait 17 ans. Elle en a aujourd'hui 43 et elle va disputer son dernier match. Ça sera contre l'Inde à la fin du mois et ça sera à Manaus. Elle a fait tous les JO depuis que les JO existent pour les sélections féminines. Elle a 2 médailles d'argent et elle a joué 7 éditions de la Coupe du Monde féminine. Elle était dans la voie de la grande joueuse Marta, bien sûr. C'était un carton brésilien, donc vous avez tous compris. Elle a battu le record de Roger Mila. Le Brésil qualifié pour la Coupe du Monde prochaine. Évidemment, on n'est pas surpris, ils sont premiers. Chez les hommes, bien sûr. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. Merci Gilles d'avoir remplacé Alejandro Valente. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit évidemment à la semaine prochaine.